Bonjour, je vais vous démontrer le théorème des deux carrés. Donc c'est un développement possible pour l'agrégation qui peut rentrer dans les leçons 121, 122 et 126. Donc le but, ça va être de déterminer l'ensemble qu'on va noter sigma des entiers naturels qui s'écrivent comme la somme de deux carrés de deux nombres naturels. Donc pour ça, on introduit une notation. Donc pour tout z appartenant à C, donc si on note z qui est égal à A plus IB, on va noter n de z, z bar. Donc en fait c'est juste le module au carré. Et donc c'est égal à A carré plus B carré. Donc là on remarque que dire que n appartient à sigma, c'est équivalent à dire qu'il existe un z appartenant à zi. Donc zi, c'est les entiers de Gauss, donc c'est les nombres complexes de parties réelles et de parties imaginaires entières. Donc il existe un entier de Gauss tel que n soit égal à n de z. Voilà, donc on va commencer par faire quelques remarques sur les entiers de Gauss. Donc tout d'abord, dire que z est inversible dans les entiers de Gauss, c'est équivalent à n de z est égal à 1. Donc ça se montre assez simplement par double implication. Et donc, on a que les inversibles de zi, c'est en fait plus ou moins i et plus ou moins 1. Dans un deuxième temps, on va remarquer que sigma est stable par multiplication. Donc si on prend n et n' dans sigma, le produit n, n' appartient encore à sigma. Donc ça vient du fait que les entiers de Gauss, c'est aussi stable par multiplication. La dernière remarque, c'est que zi, les entiers de Gauss, c'est en fait un anneau euclidien. Donc je vais démontrer ce dernier point. Donc si on prend z et p appartenant à zi, donc le but ça va être d'écrire la division euclidienne de z par t. Donc déjà on a z sur t qui est un nombre complexe, donc on peut l'écrire x plus y, mais avec x et y qui appartiennent à R. Et donc on va poser A l'entier le plus proche de x et B l'entier le plus proche de y, et on construira donc Q qui est égal à A plus IB et qui est l'entier de Gauss le plus proche de ce nombre complexe. Donc on pose Q qui est égal à A plus IB. Donc Q c'est bien l'entier de Gauss. Et on pose aussi R qui est égal à Z moins QT. Et donc c'est aussi un entier de Gauss. Donc il reste à montrer, donc maintenant en fait on a Z qui est égal à QT plus R. Donc maintenant il reste à montrer que N de R est strictement inférieur à N de T. Donc si on regarde N de R, c'est N de Z moins QT. Et ça c'est N de T fois N de Z sur T moins Q. Donc ça c'est N de X moins A plus Y moins B I. Et donc, vu qu'on a pris, par définition, du coup c'est X moins A au carré plus Y moins B au carré. Et vu qu'on a pris A comme étant l'entier le plus proche de X, on a la distance entre X et A qui est inférieure ou égale à 1,5. Et du coup, on a ce carré qui est inférieur ou égal à 1 quart, celui-là aussi. Du coup, on a ça qui est inférieur à 1,5 et donc strictement inférieur à 1. Et donc, on a bien N de R qui est strictement inférieur à N de T.
Donc la division euclidienne est bien définie et donc ZI c'est un anneau euclidien. Donc maintenant on va pouvoir commencer à déterminer sigma. Donc on prend un nombre complexe P et on va regarder quand ce nombre appartient à sigma. Donc on va montrer que P appartient à sigma, c'est équivalent à dire que P est non irréductible dans ZI et que ça c'est équivalent à dire que P est égal à 2 ou que P est congru à 1 modulo 4. Donc ça c'est la première équivalence, pardon. Et ça c'est la deuxième. Donc on va commencer par montrer la première. Donc le premier sens, si P appartient à sigma, alors on a P qui est égal à A carré plus B carré, donc avec A et B qui appartiennent à N mais différents de 0, vu que si on a A ou B qui est égal à 0, P est un carré, donc contradiction avec le fait qu'il soit premier. Et donc ça c'est A plus IB, facteur de A moins IB. Donc on a le produit de deux nombres, deux entiers de Gauss qui ne sont pas inversibles, vu qu'on a vu que les inversibles des entiers de Gauss c'était plus ou moins I et plus ou moins 1. Donc P non irréductible. Donc pour le sens réciproque, si P est non irréductible, ça veut dire que P il s'écrit comme Z fois Z', donc avec Z et Z', les entiers de Gauss, mais non inversibles. Et on va montrer que P il appartient à sigma. Donc on va prendre N de P, c'est égal du coup à N de Z fois N de Z'. Donc ça c'est égal à P carré. N de Z c'est un entier naturel et on sait qu'il est différent de 1 vu que Z n'est pas inversible. Du coup on a N de Z qui est égal à P et vu que P c'est N d'un entier de Gauss, on a P qui appartient à sigma. Donc on peut passer à la seconde équivalence. Donc on va montrer que P non irréductible dans ZI c'est équivalent à ça. Donc ça c'est équivalent à dire que P est non premier dans ZI. Parce que ZI c'est un anneau euclidien et donc on a équivalence entre premier et irréductible. Ça c'est comme dire que ZI quotienté par l'anneau engendré par P est non irréductible, non intègre, pardon. Et or on peut dire que ZI c'est isomorphe à Z de X quotienté par l'idéal engendré par x carré plus 1. Donc ça vient du fait que si on écrit le morphisme d'évaluation qui va de z de x dans zi, donc il y a un polynôme associe le polynôme évalué en i, on voit que le noyau de ce morphisme c'est en fait l'idéal engendré par x au carré plus 1. Donc on a cet isomorphisme. Donc ça c'est équivalent. Du coup, si on remplace ZI par ça et qu'on quotiente par l'idéal engendré par P, c'est Z sur PZ de X quotienté par X au carré plus 1. Donc ça, c'est non intègre. Et donc, c'est équivalent à dire que X au carré plus 1 est non premier dans
z sur pz de x. Or, z sur pz c'est un corps vu que p est premier, donc z sur pz de x c'est un anneau euclidien, et donc on a un corps premier qui est équivalent à l'irréductible. Donc, x au carré plus 1, c'est un polynôme de degré 2. Donc, dire qu'il est non irréductible, ça veut dire qu'il a une racine. Et donc, ça veut dire que moins 1 est un carré dans z sur pz. Et donc ça, c'est soit que P est égal à 2, soit que le symbole de Legendre de moins 1 sur P est égal à 1. Donc comme on l'a vu dans le développement de la loi de réciprocité quadratique, ce symbole de Legendre vaut en fait moins 1 puissance P moins 1 sur 2. Et donc, ça équivaut à P égale 2. Où ce nombre-là est pair, donc P-1 est congru à 0 modulo 4, donc P est congru à 1 modulo 4. Donc P, un nombre premier, appartient à sigma si et seulement si il est égal à 2 ou alors il est congru à 1 modulo 4. Donc maintenant on va prendre n appartenant à n. Et on va regarder quand c'est qu'il appartient à sigma. Donc n, on peut écrire sa décomposition en produit de facteurs premiers. Donc avec les pi appartenant à p. Et donc on va montrer que n appartient à sigma si et seulement si, pour tout i tel que pi est congru à 3 modulo 4, on a alpha i de n qui est pair. Donc on va commencer par montrer le sens réciproque, qui est le plus simple. Donc n, ça s'écrit comme 2 puissance alpha fois le produit des pi congrus à 1 modulo 4, les pi alpha i de n, fois le produit des pi congru à 3 modulo 4. Donc on sait que 2 il appartient à sigma et on sait aussi que sigma est stable par multiplication. Donc ça appartient à sigma. De même les pi quand ils sont congrus à 1 modulo 4 ils appartiennent à sigma. Du coup tout ça appartient à sigma. Et donc il reste à montrer que ça appartient à sigma. Donc si pi est congru à 3 modulo 4, par hypothèse on a alpha i de n qui est pair. Donc alpha i de n qui est égal à 2 ki de n avec ki encore en entier. Et donc on a pi de alpha i de n qui est égal à pi au carré puissance pi de n. Donc pi au carré ça appartient à sigma vu que c'est un carré, et donc ça appartient à sigma vu que sigma est stable par multiplication. Donc ça appartient à sigma et le tout appartient à sigma. Donc il reste à montrer le sens direct. Donc le sens direct, on va le montrer par une récurrence forte. Donc par récurrence forte, montrant que donc n appartient à sigma, ça implique que pour tout i tel que pi est congru à 3 modulo 4, on a alpha i de n qui est pair. Donc c'est une récurrence sur n, donc pour n est égal à 1, on a tous les alpha i de n qui sont égales à 0.
Bon, en particulier c'est pair. Donc le résultat est vrai. Donc maintenant, soit n appartenant à sigma, quelconque. On suppose le résultat vrai jusqu'au rang n-1. Donc là, on prend PI congru à 3 modulo 4 et on veut montrer que le alpha i de n associé, il est pair. Donc on a deux cas, donc soit PI ne divise pas n, donc dans ce cas-là, on a alpha i de n qui est égal à 0 et c'est bon, c'est pair, soit PI divise n. Et donc là, on va essayer d'appliquer l'hypothèse de récurrence à n divisé par PI carré. Donc on va montrer que n divisé par PI carré, ça appartient à sigma. Et comme ça, on pourra bien appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc PI divise n. Donc n, on peut l'écrire comme a carré plus b carré, avec a et b des entiers, vu que n appartient à sigma. Donc ça implique que PI divise a carré et PI divise b carré. Or, PI c'est un nombre premier, donc ça implique que PI divise A et PI divise B. Et donc, si on écrit n sur PI carré, on a que c'est A sur PI au carré plus B sur PI au carré. Vu que PI divise A et PI divise B, ça c'est des entiers, donc on a bien ça qui appartient à sigma. Et donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc par hypothèse de récurrence, on a alpha i de n sur PI carré qui est pair. Et or ça c'est en fait alpha i de n moins 2. Donc forcément alpha i de n est pair. D'où le résultat par récurrence. Donc on a bien montré, on a déterminé l'ensemble sigma. Un entier n appartient à sigma si et seulement si, quand on écrit sa décomposition en produit de nombres premiers, on a les alpha i de n qui sont pairs pour les PI tels que qui sont congrès à 3 modulo 4. Ce qui démontre bien le théorème des deux carrés.